Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Luca Crivelli, je suis un économiste de la santé tessinois et j'ai le grand plaisir et l'honneur de modérer cette session aujourd'hui. Tout d'abord, un grand merci d'être si nombreux à nous rejoindre pour ce webinaire. On peut peut-être commencer avec les slides. Nous sommes ravis de constater un tel intérêt pour une question parfois exotique, parfois controversée comme celle d'une loi fédérale sur la santé. Elle touche aux fondations même du système politique de notre pays, centré sur la subsidiarité et le fédéralisme. Ce webinaire est proposé dans le cadre du consortium Smarter Healthcare, qui fait suite à la convergence entre deux grandes initiatives. D'une part, le Programme national de recherche 74, consacré à la Health Services, Health System Research, et d'autre part, le Swiss Learning Health System, un réseau de Swiss Universities centré sur le transfert de connaissances et le dialogue entre recherche, pratique et politique. Ces deux démarches sont aujourd'hui réunies sous l'égide de la Swiss School of Public Health, qui fédère les autres écoles du pays autour des enjeux de santé publique. Le webinaire sera enregistré et mis à disposition sur le site Smarter Healthcare, auquel vous pouvez accéder à l'aide d'un code QR qui va être montré plus avant dans le webinaire. Nous avons le privilège de compter aujourd'hui sur trois intervenants particulièrement engagés et compétents. La première est Stéphanie Monod, médecin, avec une spécialisation en médecine interne générale et en gériatrie. Elle a dirigé pendant 8 ans la direction générale de la santé du canton de Vaud et actuellement, elle est professeure titulaire à l'Université de Lausanne et à Unisanté, elle est co-chef du département d'épidémiologie et système de santé. En septembre, Stéphanie va rejoindre l'Office fédéral de la santé publique en tant que vice-directrice responsable du domaine de la protection de la santé. On a puis M. Laurent Cour, économiste, ancien conseiller d'État et ministre de la Santé du canton de Neuchâtel. Au début de sa carrière, il a travaillé dans l'administration cantonale au département d'économie publique et aujourd'hui, il est actif en tant qu'économiste indépendant spécialisé en système de santé, organisation et finances publiques. Et finalement, on a avec nous le professeur Henri Bounamo, clinicien spécialisé en médecine interne et en géologie, chercheur et professeur universitaire. Ancien directeur du département de médecine des SAJUG, ancien doyen de la faculté de médecine de Genève, ancien président de l'Académie suisse des sciences médicales, dont il est actuellement encore jeune vice-président. Après environ 40 minutes de débat, nous allons ouvrir au public un moment de Q&A. À partir de 12h30, la prochaine slide, vous pouvez poser des questions. Et pour cela, il faut simplement cliquer sur l'icône chat sur la droite et il s'ouvrira la fenêtre dans laquelle vous pourriez taper vos questions. Si possible, merci de préciser à qui s'adresse la question parce que cela m'aidera à mieux distribuer les tâches entre les orateurs. Je vous propose donc de commencer et Henri Bounamo, j'aimerais le faire avec vous. L'Académie suisse des sciences médicales a pris l'initiative de lancer une réflexion de fond sur le cadre légal de notre système de santé. Ma question est vraiment très simple. Pourquoi maintenant? C'est très simple, moi aussi la réponse, cher collègue Crivelli. Ça suit la logique de l'action de l'Académie suisse des sciences médicales depuis bien des années. En tant que voix indépendante de la science médicale, loin des lobbies et disposant d'une autorité morale incontestée, l'Académie a décidé de s'engager plus à fond dans le débat, au moment où les spécialistes de santé publique, mais aussi le monde politique et la population, par le prisme des coûts des primes maladie, s'accordent pour constater que l'impasse dans laquelle se trouve notre système de santé. Nous avons publié en 2019 et en 2022 deux rapports relatifs au développement durable de notre système de santé et à la nécessité pour ce système de prendre en compte les limites planétaires. Voilà ces deux publications en 2019 et 2022.
Prochaine diapositive. Tout récemment, le Commonwealth Fund a mis en lumière une dégradation de notre classement, une dégradation de notre classement par rapport aux autres grands systèmes occidentaux. Nous restons certes parmi les plus coûteux, mais nous sommes devenus désormais parmi les moins performants. Certes, derrière les États-Unis, mais c'est une maigre consolation. Vous voyez le point rouge qui représente la Suisse avec les coûts de la santé parmi les plus élevés, à ex-aequo avec la France et l'Allemagne, derrière les États-Unis, mais en termes de performance, en dessous de l'Australie, de la Hollande, du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande, de la Suède et même de la France. Pourquoi ces mauvais résultats? Prochaine diapositive, alors que nombre d'acteurs du système l'estiment comme étant un des meilleurs du monde. Je vous présente sur la prochaine diapositive une petite liste non exhaustive des défauts de notre système. D'abord, ça a déjà été mentionné, des coûts très élevés, mais aussi un manque de coordination des soins, un manque de considération de la durabilité et de la notion de One Health, de santé pour tous, une répartition inégalitaire tant géographiquement que selon les spécialités de l'offre, une gestion administrative lourde, de plus en plus lourde, une tendance à la surmédicalisation, un financement complexe, un reste à charge élevé pour l'assuré, une absence de prise en charge des soins dentaires, une absence de cohérence du système et de véritable pilotage du système, et certainement une numérisation insuffisante. Dès lors, nous avons confié à la professeure Stéphanie Monod, l'Académie, et à son équipe d'Unisanté à Lausanne, en lien avec l'Institut du droit de la santé de Neuchâtel, le mandat d'examiner la pertinence d'une loi fédérale sur la santé comme moyen de résoudre une partie au moins des insuffisances du système actuel. Il y a un an, prochaine diapositive, l'Académie a pris position sur ce rapport, l'a globalement approuvé et décidé de promouvoir la proposition d'une telle loi basée sur quelques grands principes: One Health, santé et pas maladie, clarification des compétences entre confédérations et cantons, et santé dans tous les domaines de la politique. Prochaine diapositive, nous sommes même allés jusqu'à proposer un exemple d'article constitutionnel sur laquelle cette loi pourrait s'ancrer. Alors, une loi, oui, mais pas comme une fin en soi, mais comme un moyen de mettre en place un pilote dans l'avion qui vole aujourd'hui sans aucun contrôle. Voilà ce que je peux dire en réponse à ta question, Luca. Stéphanie, vous êtes l'autrice principale de l'étude menée par Unisanté sur la gouvernance du système de santé en Suisse. Je pense à 4 problèmes majeurs de notre système de soins, c'est-à-dire la croissance continue des dépenses de santé et des primes de l'assurance maladie, la pénurie de personnel de santé qui risque d'éclater dans les 10 à 15 prochaines années, les obstacles persistants à l'intégration des soins et à la collaboration interprofessionnelle dans un système qui demeure fortement décentralisé, et enfin la focalisation dominante sur le curatif au détriment d'une véritable promotion de la santé et de la prévention. Dans quelle mesure s'agit-il de problèmes que l'on n'arrive pas à résoudre justement pour une question de gouvernance? Et deuxième, qu'est-ce que devrait être réglé par une loi fédérale sur la santé? Bonjour à tout le monde, merci Luca. Je pense que dans les éléments qui ont été présentés, enfin que tu viens de présenter, si on pense à la question de l'augmentation des coûts ou si on pense à la pénurie future des professionnels de santé, on est sur la réalisation que notre monde n'est pas infini et qu'on ne peut pas indéfiniment croître, que ce soit en termes de dépenses ou que ce soit en termes d'usage des professionnels, et donc que ça va impliquer des arbitrages. Il va falloir choisir et faire des priorités dans le système de santé.
Et pour faire ces priorités, c'est vrai qu'il faut pouvoir discuter au-delà du seul système de soins qui est régulé aujourd'hui autour de la LAMAL, de la KFAOG, et d'appréhender plus globalement la question de la santé et non seulement des soins. Et dans les soins, de pouvoir appréhender des situations plus complexes que celles qu'on avait imaginées au début du siècle passé, par exemple, en disant j'ai un problème, je vais à l'hôpital, je suis traité et ensuite je suis guéri. Donc on est dans une complexité de système qui nécessite par définition de pouvoir avoir une vision plus large sur le système de santé que celle qu'on a aujourd'hui. Mais je fais brièvement cette présentation comme convenu et je repars de la question qui était posée par le professeur Bounamo et l'Académie suisse des sciences médicales. Pourquoi y a-t-il ces propositions d'une loi fédérale sur la santé? Finalement, pourquoi devrions-nous adapter ce cadre légal? Next, si on arrive. Si on doit penser aujourd'hui ce cadre légal, c'est qu'on est dans une situation où on doit penser le futur. On ne peut pas simplement observer la performance du système de santé suisse aujourd'hui, qui, même si elle est plus dans les meilleurs au monde, elle est encore parmi les meilleurs systèmes de santé du monde, mais on doit surtout penser au futur et on est face à une équation très difficile à l'horizon 2050. Comme vous le savez, on va avoir une croissance très importante des besoins de soins à cause de la croissance de la population, mais aussi à cause du vieillissement de la population. Les coûts vont continuer d'augmenter, les dépenses de santé vont continuer d'augmenter, mais les finances publiques vont être sous une forte charge en lien avec le vieillissement démographique. Donc, les finances publiques vont être en plus grande difficulté que celles qu'on a aujourd'hui. La pénurie des professionnels de santé, cela a été dit, elle est critique dans le système de santé suisse parce que nous n'avons pas de régulation qui concerne la production des professionnels de santé dont nous avons besoin. Nous sommes très dépendants de l'étranger et de l'importation de personnel de santé, mais nous ne fabriquons pas les personnels de santé dont le système suisse a besoin aujourd'hui. Et dans le futur, du fait de l'augmentation des besoins de soins, il va manquer des capacités d'hébergement, que ce soit dans le monde de l'hôpital aigu, ou dans le monde des soins de longue durée en particulier. Et ceci, c'est sans compter l'enjeu très important de l'engagement vers la neutralité climatique que les citoyens suisses, que la population suisse a voté pour une neutralité climatique à l'horizon 2050 et qui nécessiterait de repenser fondamentalement le système de santé suisse. Donc, face à cela, on ne peut que essayer d'améliorer la question de la performance du système de santé et c'est ce que je vais vous présenter maintenant. On a travaillé avec un cadre de performance des systèmes de santé de l'Observatoire européen des politiques de santé et systèmes de santé et il faut absolument pouvoir améliorer cette performance pour pouvoir répondre aux enjeux de 2050. Le cadre de performance du système de santé, il permet d'observer globalement ce à quoi devrait servir un système de santé, quels sont les objectifs sociétaux d'un système de santé, et c'est ce que vous allez voir sur la droite de la slide. Tout à droite, un système de santé performant devrait répondre à des buts sociétaux, des buts de développement économique, des buts de cohésion sociale, de développement du bien-être et ce qu'on nomme les objectifs finaux d'un système de santé, peut-être plus spécifiquement, next, c'est vraiment de permettre de maintenir la population dans le meilleur état de santé possible, d'avoir un système de santé qui soit réactif et qui soit centré sur les besoins des personnes et des patients en particulier, qui puissent s'adapter à ces besoins, et un système de santé qui garantisse une protection financière, c'est-à-dire la capacité d'accéder aux soins en cas de difficulté. Donc, vous voyez ici en vert les final goals d'un système de santé. Et pour répondre à ces buts finaux,
on est dans des réflexions autour des fonctions clés. Tout à gauche, en gris, les fonctions clés d'un système de santé sont la question de la gouvernance et la question de la gouvernance générale dont je vais parler, et de gouvernance de fonctions spécifiques qui sont le financement, comment on finance un système de santé, pour quel but, comment on assure la production de ressources des systèmes de santé. Bien sûr, il y a les professionnels, il y a aussi les infrastructures, et comment on organise un système de santé et les services de santé. Alors, on va se concentrer aujourd'hui, et dans le rapport qu'il y a eu pour l'Académie suisse des sciences médicales, on s'est centré sur la partie bleue, prochaine slide, de la gouvernance, en reprenant les éléments clés de cette gouvernance qui sont décrits dans ces documents de l'Observatoire européen. Et on a 4 dimensions clés de gouvernance qui sont le fait d'avoir une stratégie, une vision, une stratégie, le fait de pouvoir avoir un système de gouvernance qui donne de la place et de la voix à tous les groupes d'intérêt. Les systèmes de santé sont des systèmes avec de nombreux acteurs, et on ne peut pas imaginer simplement un rôle d'un gouvernement central. Donc, il s'agit de faire participer les groupes d'intérêt. Il faut pouvoir avoir un système d'information et d'analyse qui permette d'évaluer les priorités, d'évaluer le système de santé, et il faut pour tout cela un cadre réglementaire et des éléments de régulation qui soutiennent cette vision et cette stratégie. Next. Donc, dans le rapport, et en bref, on peut dire qu'en ce qui concerne ces 4 éléments que je vais détailler, en ce qui concerne la vision et la stratégie, tout d'abord, il faut mentionner que la vision santé dans la Constitution est très étroite. On parle davantage de la question des soins et de l'accès aux soins. On parle peu de la santé et de la promotion de la santé. Au niveau fédéral, il existe des stratégies de santé, notamment la stratégie 2030, des stratégies pour les maladies non transmissibles, mais elles sont très peu coordonnées entre elles et très peu coordonnées avec les autres politiques publiques du niveau fédéral, et surtout il n'y a pas d'autorité sur la réalisation de la stratégie, c'est-à-dire qu'elle reste dans les mains et dans le bon vouloir des acteurs d'implémenter cette stratégie. Mais la Confédération n'a pas d'autorité sur cette stratégie. On a donc une grande diversité intercantonale qui pose des questions en termes d'équité, et on est très mal équipé pour pouvoir développer le public health in all policies. Donc, en ce sens, une loi fédérale sur la santé devrait définir le périmètre, comme l'a écrit dans la proposition de modification d'articles constitutionnels. On fait référence ici à une santé qui est au-delà de la pure santé humaine, avec la question One Health. On devrait pouvoir établir les objectifs d'un système de santé, c'est-à-dire ce qui touche à la santé et aux soins, pas uniquement les soins, et donc mettre en place les bases de cette gouvernance et pouvoir établir une stratégie qui soit intersectorielle, qui engage tous les acteurs dans cette direction, et donc qui donne cette dimension de redevabilité. Ensuite, en ce qui concerne la partie de régulation et de cadre légal, on voit aujourd'hui qu'on a des compétences très spécifiques qui sont données à la Confédération, au canton et parfois aux deux, mais qui sont très spécifiques. Donc, elles sont réparties en silos, et beaucoup de ces compétences sont attribuées à la fois au canton et à la Confédération sans qu'il y ait une clarté de répartition de ces compétences. On n'a pas de cadre légal qui définisse les objectifs d'un système de santé au sens large, et on a aujourd'hui une hyper-régulation au travers de la KVG, de la LAMAL, qui finalement est utilisée
pour réguler le système de santé. Donc, en ce sens, une loi fédérale sur la santé devrait donner des bases claires de régulation, et notamment en ce qui concerne les questions de financement, de production de ressources ou d'organisation des services de santé. Elle devrait définir des valeurs telles que l'équité, le fait que ce soit accessible et finançable, et la qualité et l'efficience du système. Et elle devrait aussi répartir les compétences entre la Confédération et les cantons. Enfin, en ce qui concerne prochaine slide, on sait qu'en Suisse, on a un grand mécanisme de consultation, mais on fait peu de codécision. On a aussi une grande pression de grands groupes d'intérêt qui sont très présents au niveau du Parlement, mais on a très peu de présence des citoyens et des patients comme organisation de patients qui ont des rôles beaucoup moins forts par rapport à d'autres grands groupes. Donc, une loi fédérale sur la santé devrait donner les bases d'une participation large de tous les acteurs et de tous les groupes d'intérêt. Elle devrait renforcer la position des patients et des personnes concernées et des citoyens, définir ces différents rôles et surtout mettre en place des mécanismes de redevabilité. Parce que si on participe à la gouvernance, ça veut dire qu'on endosse aussi une certaine responsabilité par rapport aux outputs. Donc, en finale, sur la prochaine slide, on voit qu'une loi fédérale de la santé pourrait être, un système d'information aussi et d'analyse, parce que sans une capacité de système d'information, on ne peut pas évaluer la performance, on ne peut pas définir les priorités et ce qui doit être adapté. Et vous savez qu'aujourd'hui, notre système d'information est organisé en silos, il est peu transverse et il nous manque un cadre national, en particulier pour la gouvernance des données de santé, et donc une loi devrait pouvoir répondre aussi à ces éléments-là. Donc, en finale, on propose une loi fédérale sur la santé qui serait une loi cadre qui permettrait d'établir les contenus de ces différentes entités, de mettre également un chapeau sur les gouvernances plus spécifiques de financement, de production de ressources et d'organisation des services. Et c'est donc la proposition qui a été faite pour le compte de l'Académie suisse des sciences médicales que je remercie. Merci beaucoup, Stéphanie. Monsieur Cour, vous avez dirigé pendant plusieurs années un département de la santé cantonale. À partir de votre expérience, pourriez-vous nous donner des exemples concrets de situations dans lesquelles, en tant que ministre cantonal de la Santé, vous avez atteint les limites de vos capacités d'action? Volontiers, bonjour à tout le monde. J'aimerais en préambule insister sur le fait qu'on a vraiment un problème d'architecture institutionnelle du système et que tant qu'on ne s'attaque pas à cette question-là, on n'arrivera pas à reprendre la maîtrise du système. Et dans ce sens-là, j'ai vraiment, disons, on est parfaitement en phase avec l'analyse qui vient d'être présentée. Au fond, notre pays souffre d'avoir des gouvernements cantonaux qui sont en théorie responsables d'organiser le système de santé et une législation fédérale sur les soins qui devient de plus en plus intrusive dans ces prérogatives-là. Et donc, finalement, il n'y a plus de gouvernement. J'avais dit, le système n'est ni gouverné ni gouvernable. Je confirme aujourd'hui ce constat tant qu'on ne revoit pas l'architecture institutionnelle. Les obstacles, ils sont en fait de 3 ordres. Politique et institutionnel d'abord. Je dirais pour faire simple et aller assez vite que comme ministre de la Santé, quand vous entrez en fonction, la première question que vous vous posez, c'est quelle est la législation qui régit le domaine dont je vais prendre la responsabilité. Et donc, vous commencez par lire à la main. Et depuis ce moment-là, vous êtes mal posé, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire que vous ne vous posez plus en autorité sanitaire qui doit organiser un système et des prestations en faveur de la santé d'une population, mais en organe d'exécution de la LAMAL. Et donc, on oublie un peu ce rôle d'autorité sanitaire qui nous revient. J'observe que dans la conférence des directeurs de la santé, à laquelle où j'ai participé au comité dans les dernières années de mon mandat, j'ai fait le constat que ce n'était pas mon problème particulier de ministre de chaque loi, mais que c'est vraiment une posture générale. Les ministres de la Santé ont oublié qu'ils étaient d'abord une autorité sanitaire. Et je dis, nous avons oublié, je ne suis pas en train de faire la critique des autres.
en nous posant beaucoup trop sur un rôle d'exécution de la Laval. Alors, et puis, deuxième chose, les experts qui s'expriment que quand on les mandate pour faire l'analyse d'un dossier, quand c'est les parlements qui s'expriment avec beaucoup d'expertise aussi, dans les instances fédérales également, tous les experts qui s'expriment, à part dans le milieu académique, sont des experts de la LAMAL. Et donc, on a vraiment ce système qui est imprimé via la LAMAL, qui nous conduit à avoir beaucoup de peine à sortir pour déployer une vraie politique de soins. Je pourrais ajouter encore que les services administratifs sont submergés par les tâches d'exécution de la LAMAL. Je ne vous fais pas l'inventaire ici, ça serait trop long, et qui fait qu'il n'y a même plus tellement d'énergie pour inventer une politique sanitaire cantonale. Donc ça, c'est le volet politique et institutionnel. Sur le volet financier, au fond, ce problème institutionnel, il se pose de manière très simple. Quand vous essayez quand même de jouer ce rôle de ministre de la Santé et de faire des propositions, que ça soit dans votre gouvernement ou dans votre Parlement, on vous dit, est-ce que tu nous proposes, est-ce que c'est obligatoire, sous-entendu prévu par la LAMAL. Si ce n'est pas obligatoire, la LAMAL nous coûte déjà tellement cher qu'on ne va pas encore en rajouter. Et ça veut dire qu'on a complètement intégré cette idée que la LAMAL était le texte de référence. Et ce qu'on veut faire en dehors de la LAMAL, en général, c'est pris comme des choses superflues parce que non obligatoires, alors même que, en fait, ça serait le rôle des cantons de jouer ce rôle d'autorité sanitaire. C'est évidemment une question qu'on ne se pose jamais pour l'école, pour la police. On ne se dit pas, est-ce que la Confédération nous impose? On déroule des programmes d'éducation, on déroule des programmes qui favorisent la sécurité publique. On devrait pouvoir dérouler des programmes de santé publique sans se dire, la LAMAL ne le prévoit pas, donc c'est superflu ou trop cher. Et puis, cette idée que quand la LAMAL ne le prévoit pas, c'est au fond quelque chose qui n'est pas forcément nécessaire, on le rencontre même de la part des acteurs. J'ai essayé à Neuchâtel de mettre en place un service qui visait à orienter les aînés lorsqu'ils commencent à devenir un peu fragiles, à orienter les aînés, à faire une évaluation de leur situation. Et j'ai eu toute une série d'acteurs qui pouvaient facturer les prestations d'évaluation à la LAMAL et qui voyaient d'un très mauvais œil l'émergence d'un service public gratuit sans aucun financement à la LAMAL qu'on a cherché à mettre en place. En gros, on avait l'idée que c'était une concurrence déloyale qu'on offrait avec les budgets cantonaux. Donc, cette idée que la LAMAL est vraiment la référence absolue, on la retrouve aussi dans les logiques financières. Puis, si on parle de finances, dire aussi que, au fond, la question des tarifs est aussi un obstacle aujourd'hui. On a des tarifs qui sont liés à une prestation calibrée, tarifée. Et ça, peut-être qu'on ne le mesure pas encore suffisamment, mais ça veut dire d'une part que on calibre les prestations pour pouvoir les facturer. Et quand on calibre les prestations, on calibre une organisation. Et au fond, c'est le fait qu'on facture à la prestation qui fait qu'on a des organisations séparées dans beaucoup de cantons pour les soins à domicile, pour les EMS, pour l'hôpital. On n'a pas un grand service de santé qui fournit une prestation la plus adéquate possible à une population, mais on a des organisations qui sont organisées pour fournir une prestation calibrée dans un tarif. Par exemple, si vous avez quelqu'un qui a besoin de soins à domicile avec une prestation, disons un prestataire qui vient tous les jours à domicile pour faire des soins, si tout à coup cette personne, elle sort du domicile pendant une semaine pour aller dans un foyer de court séjour, l'organisation de soins à domicile, elle perd de l'argent parce qu'elle a des forces qui sont mobilisées. Elle ne peut plus facturer la prestation qu'elle ne fournit plus. Alors que si on avait une grande organisation avec l'idée qu'on fournit une prestation globale à la population, évidemment qu'on aurait une approche bien différente. Donc, la question financière, elle vient aussi de la question que la LAMAL impose par une organisation derrière une prestation formellement tarifée, limitée et contrainte. Et puis, évidemment que une prestation qui, par ailleurs, est décidée par le patient et le prestataire et tarifée par les prestataires et les assurances, il suffit de dire ça pour voir qu'il n'y a aucun gouvernement, quoi. Et donc, il n'y a pas de débat budgétaire, il n'y a pas de priorité dans l'affectation des ressources. C'est les patients et les prestataires, respectivement les assureurs et les prestataires, qui s'entendent sur les volumes et sur les coûts et sur les tarifs. Et donc, il n'y a absolument aucun gouvernement, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de justification démocratique. Dernier obstacle juridique, les décisions cantonales sont souvent cassées devant les tribunaux. À Neuchâtel, là, je peux faire assez vite pour rappeler qu'en 2004, le Parlement neuchâtelois a voulu que tous les systèmes de santé soient organisés, soient
pour favoriser une concurrence loyale, soit placé sous la contrainte d'appliquer une convention collective de travail pour tout le secteur de la santé financée par la LAMAL ou subventionnée. Cette décision a fait l'objet d'un vote du Grand Conseil, puis d'un deuxième vote en 2006, puis a été approuvée après des référendums, puisque la convention avait été attaquée au Parlement de Jacques-Lois. Elle a été confirmée dans 4 lois qui ont été votées par le Parlement, qui organisaient des établissements autonomes de droit public. Donc, on a une dizaine de votes populaires parlementaires qui ont dit on veut cette convention collective comme référence. Et puis, finalement, un acteur privé qui a actionné le tribunal fédéral en disant moi, je ne peux pas l'appliquer. Le tribunal fédéral a dit la LAMAL ne permet pas, alors qu'on est sur une pure question d'organisation et pas une question d'assurance soins. Le tribunal fédéral a dit vous ne pouvez pas appliquer une convention collective de travail dans le cadre de la LAMAL de façon générale comme référence unique. Il vous faut justifier article par article ce en quoi elle contribue à l'économicité, à la qualité et à la sécurité. Ce qui est évidemment un exercice impossible à faire et complètement contraire à l'esprit d'une négociation collective. Donc voilà, pour quelques obstacles qui montrent qu'en fait, comme gouvernement, il est impossible de gouverner ce système, de rendre des comptes démocratiquement, au point que parfois j'avais un peu honte de me présenter devant la population en disant je suis un des 27 ministres privés de compétences ou incompétents, je résumais comme ça, du système suisse de santé. Merci pour cette réponse très claire et qui donne à penser beaucoup. Stéphanie, j'aimerais vous entendre sur l'Assemblée citoyenne qui a eu la cérémonie de clôture le 20 mai passé face à la conseillère fédérale Baumschneider. Et la proposition d'une loi fédérale sur la santé a reçu le soutien le plus fort. Comment interpréter cette adhésion si nette? Est-ce le signe que les citoyennes et les citoyens perçoivent les limites du système actuel plus clairement que certains acteurs institutionnels en donnant un soutien démocratique fort à une telle réforme? Oui, effectivement, j'étais assez étonnée que l'Assemblée citoyenne arrive avec cette proposition. Alors, c'était la deuxième proposition. La première, c'était les compétences en santé. Mais peut-être ce qu'on peut dire, c'est que l'Assemblée citoyenne avait été chercher auprès du Parlement une dizaine de thèmes politiques à discuter avec une Assemblée citoyenne. Ce n'était pas l'idée de faire une Assemblée citoyenne sur la question de la santé, mais les citoyens choisis ont choisi la question des coûts de la santé, parce que c'était ça qu'on leur avait proposé. Mais très vite, ils ont dit, les coûts de la santé, en fait, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la santé. Et puis, assez vite, ils ont identifié que cette question de la santé, elle est assez mal thématisée en Suisse, qu'elle n'est pas thématisée dans la transversalité des politiques publiques. Et puis, ils ont aussi identifié qu'il y avait des enjeux autour du système de santé et qu'il fallait réfléchir à l'utilisation des ressources des professionnels, à des questions de transparence, à des questions de stratégie. Donc, en fait, ils sont arrivés à cette question par un autre chemin d'une loi fédérale sur la santé. Et je trouve intéressant ce chemin parce que quand on discute entre nous, on dit « oulala, une loi, c'est beaucoup trop compliqué pour les citoyens, ils vont jamais pouvoir discuter de ça, ça les intéresse pas ». Et en fait, ce que montre cette démarche, c'est que d'abord, il y a du bon sens des citoyens, c'est vraiment du good sense. Les coûts de la santé dont on leur parle toute l'année, au fond, ils ne savent pas très bien que faire avec ça. Par contre, de parler de santé, oui, ça les intéresse. Ils veulent plus de santé. L'autre chose, c'est qu'ils sont conscients des limites du système de santé. Ils sont conscients qu'on ne peut pas tout avoir et donc ils sont prêts à faire ce débat. Donc, moi, je trouve que c'est un signal quand même très, très fort sur le fait que, oui, la population, les citoyens sont prêts dans un débat qui peut peut-être paraître a priori compliqué pour nous. En réalité, ils ont montré qu'ils avaient une légitimité pour débattre de ces questions et de faire ce chemin de leur côté. Et j'ai trouvé le résultat, oui, très, très intéressant. Professeur Bounamou, parmi les parties prenantes les plus influentes en Suisse, il y a certainement aussi le corps médical. Quel engagement peut-on s'attendre de la part de la FMH face à cette initiative? Y a-t-il, selon vous, des éléments qui vont susciter des réserves ou une certaine prudence de la part des médecins? Et à l'envers, quel aspect mériterait d'être mis en valeur pour encourager un soutien actif de la part du corps médical? Question
très complexe à laquelle je ne me sens pas totalement légitime pour répondre. Mais quelques réflexions sur ce sujet néanmoins. D'abord, parler du corps médical est probablement une abstraction un peu difficile étant donné la fragmentation de ce corps médical entre généralistes, spécialistes, interventionnels, non interventionnels. Et si j'allais un peu plus loin, en paraphrasant Georges Clemenceau qui disait que la guerre était une affaire beaucoup trop sérieuse pour être confiée aux militaires, je dirais que la santé est aussi une affaire beaucoup trop sérieuse pour être confiée aux seuls médecins. Bien sûr, les médecins doivent être partie prenante de tout cela, mais de loin pas les seuls. Les soignants doivent en être aussi un élément extrêmement important. Les professionnels de santé, parce que comme il a été bien précisé pendant tout ce webinaire, nous nous intéressons désormais à la santé et plus seulement à un système de soins. Nous allons devoir passer à un changement de paradigme où des soins primaires communautaires devront être, à mon sens, la porte d'entrée d'un système de santé et la réforme naturellement de la tarification qui devra aller de pair avec cela fera également partie des réflexions futures. Alors, en quoi est-ce que les médecins pourraient soutenir cette proposition? Ben, ça dépend tout à fait de quel bord ils se trouvent. Il faut être bien clair, les intérêts et les intérêts même financiers de certains seront menacés dans le système, ou en tout cas ils se sentiront menacés, et il est évident qu'il faudra le faire de manière progressive, mais je suis confiant en particulier des plus jeunes générations qui ont une autre manière de voir le système de santé probablement que les plus anciens. Et il s'agira aussi d'associer, comme ça a été dit, le monde politique, mais aussi la population qui, comme dans l'Assemblée citoyenne, a montré non seulement son intérêt, mais la pertinence de ses réflexions. Et donc, c'est plutôt, je dirais, par une force de proposition extérieure que le corps médical, entre guillemets, si on peut l'exprimer ainsi, devra être inclus dans cette grande réforme à venir pour les années prochaines. Ok, si alors il faut inclure peut-être dans la deuxième étape le corps médical, ceux qui vont tout à fait être inclus depuis le début sont les cantons et les assureurs maladie. Laurent Cour, selon vous, comment ces deux acteurs clés risquent-ils de se positionner par rapport à une loi fédérale? Quelle pourrait être leur principale critique ou inquiétude? Mais surtout, est-il théoriquement possible de s'associer positivement assureurs maladie, canton à cette réforme? Oui, je crois. Bon, je pense qu'on peut dire en préambule que, en général, les résistances au changement sont toujours assez importantes. C'est vrai de façon générale. C'est d'autant plus vrai quand le système est hyper complexe, et c'est le cas du système instauré par la LAMAL. C'est le cas aussi de manière encore plus marquée lorsque les enjeux financiers sont importants, puisqu'évidemment, il y a aussi beaucoup d'argent à perdre, le cas échéant, de la part de ceux qui ont aujourd'hui des positions relativement acquises et qui ont des rentes de situation. Donc là, on est dans un environnement où on n'est pas très favorable au changement, puisqu'on a à la fois la complexité et des rentes de situation relativement importantes. Pour les assureurs, l'affaiblissement de la LAMAL dans l'organisation générale du système, ça implique vraisemblablement un léger affaiblissement de leur rôle et donc de leurs sources de revenus. C'est les assureurs qui encaissent aujourd'hui les primes d'assurance obligatoire. C'est ceux-là qui connaissent les patients pour assurer auprès des mêmes patients des primes d'assurance complémentaires souvent. Et donc, on peut a priori s'attendre à beaucoup de prudence de la part des assurances, peut-être même des réticences. Pour autant, dire qu'on veut une loi fédérale de la santé, ça ne veut pas dire qu'on veut abroger la LAMAL, bien au contraire. Il s'agit de donner un cadre pour l'organisation d'un véritable système de santé aux côtés de la LAMAL, dont il faut garder les atouts. Je rappelle qu'on vit dans un pays où on a une couverture universelle, chaque citoyen est assuré obligatoirement à la LAMAL et a de ce fait-là un accès quand même à une couverture relativement importante. Elle pose beaucoup de problèmes.
Il y a des choses qui doivent être corrigées. Mais globalement, il ne s'agit pas d'abroger la LAMAL, mais bien à côté de cette LAMAL, de mettre un cadre. Et de ce point de vue-là, pour les assureurs, je pense qu'une loi fédérale, un débat sur une loi fédérale de santé serait beaucoup moins menaçant, par exemple, qu'une caisse unique qui les verrait purement et simplement disparaître. Et donc, je pense qu'on peut les amener à la table pour avoir une discussion constructive si on parle des assureurs. Pour les cantons, en général, il y a deux points assez forts qui s'expriment dans la voix des cantons. C'est d'une part la question du fédéralisme, d'autre part les questions financières. Ce qui montre au passage qu'on a un peu oublié les questions de santé, même quand on parle de ça. Et le fédéralisme, il y a la voix qui dit les cantons sont compétents pour organiser le système de santé, il ne faut pas une loi fédérale qui affaiblirait cette compétence cantonale. Chaque fois qu'on remonte, on va centraliser davantage. Alors, deux choses. D'abord, rappeler, je l'ai dit tout à l'heure, que si les cantons sont compétents sur le papier, aujourd'hui, leur compétence a été déjà très grandement mangée par la LAMAL. Ils ont perdu une grande partie de leur pouvoir d'agir, de leur autonomie. Et deuxième chose, dire qu'au niveau légiférer au niveau fédéral, ça ne veut pas dire centraliser. Je prends toujours le même exemple. La Confédération a légiféré pour les hautes écoles et les universités. Elle ne dirige pas les universités pour autant. Bon, les EPF dépendent de la Confédération, mais les universités, les hautes écoles restent de la prérogative des cantons dans un cadre avec des programmes nationaux, programmes de recherche, des programmes de financement des hautes écoles. Mais c'est bien les cantons qui sont responsables d'instaurer ces écoles, de fournir la prestation via ces écoles. Donc, on peut l'imaginer exactement de la même manière avec une loi fédérale sur la santé qui clarifie, mais ne prive pas les cantons de leurs prérogatives. Puis, sur le plan financier, légiférer, évidemment, les cantons ont peur qu'on leur délègue des charges supplémentaires. Mais il faut dire que ça permettrait aussi, en légiférant avec une vision vraiment de santé, ça permettrait, en clarifiant les rôles, de légiférer, par exemple, pour alléger les cantons de certaines charges. Moi, je milite pour qu'on ait un financement national autre que via les primes LAMAL pour le financement de toute une série de prestations aux personnes les plus âgées, les soins de longue durée, les soins palliatifs, par exemple, enfin, notamment ces deux-là. Et puis, il faut dire aussi qu'aujourd'hui, les finances cantonales, la part santé dans les finances cantonales, et cette part qui découle largement de la LAMAL est déjà largement hors contrôle. Je veux dire, aujourd'hui, les cantons reçoivent des factures sur lesquelles il n'y a pas de débat budgétaire, pas de choix politique possible au niveau cantonal. Ils doivent honorer des factures qui leur reviennent sans qu'il n'ait rien à dire. Donc, au fond, mettre une loi de santé, c'est au contraire se donner une chance de reprendre le contrôle, de pouvoir faire un débat démocratique. Et puis, dernier point, il faut rappeler quand même que se soucier de fédéralisme, donc de ses propres compétences et de finances, ça ne suffit pas. Les cantons sont responsables de mettre en place une politique, une organisation sanitaire pour leur population. Et le fait qu'on ait un débat aujourd'hui sur l'élaboration d'une norme constitutionnelle et d'une loi de santé permet déjà de faire sortir cette idée qu'on est juste un organe d'exécution de la LAMAL et de rappeler ce rôle d'autorité sanitaire qui doit être joué par les cantons. Donc, en cela, le débat est déjà sain, même s'il n'a pas encore abouti. Merci, Laurent Cour. Je crois qu'on est arrivé au moment d'ouvrir aux questions du public. J'ai vu arriver plusieurs questions qui sont déjà adressées à des personnes spécifiques. Alors, je commence avec toi, Stéphanie. Quelqu'un demande, le cadre de performance, je crois, de l'Observatoire européen ne comprend pas la sécurité des soins à part entière. Pourquoi ? Par ailleurs, que pensez-vous d'introduire des contrats qualité avec l'ensemble des acteurs du système de soins? Alors oui, le cadre de performance, j'ai présenté que les éléments de gouvernance tout à gauche et les outputs d'un système de santé au sens large, mais évidemment qu'au milieu, il y a plein d'enjeux en termes de qualité, d'accessibilité, de sécurité qui font partie évidemment des standards clairs dans les cadres de performance. Et la deuxième partie de la question, excuse-moi, Lucas. Que pensez-vous d'introduire des contrats qualité? Oui, dans l'absolu, mais je pense qu'on risque de se perdre un peu dans une bureaucratisation extrême, comme l'a bien présenté tout à l'heure Laurent Court. On a saucissonné le soin dans une somme de prestations et on a traité cette prestation comme d'un point de vue industriel. Et si maintenant, pour chaque prestation, on va aller vérifier des éléments de qualité, moi je crains sérieusement une
d'une très très grande bureaucratisation et administratisation du système de santé, alors qu'au contraire, je pense qu'on plaide pour mettre des règles plus générales, des obligations en termes d'efficience, de qualité, mais de refaire porter une responsabilité sur les acteurs et de les laisser aussi être créatifs. Aujourd'hui, l'innovation est trop faible parce qu'il n'y a pas suffisamment de marge pour les acteurs pour penser des modèles de soins différents. Et il faut plutôt laisser cette liberté-là. Et contrairement à ce que certains pensent, une loi fédérale n'est pas pour rajouter de la bureaucratisation. Je suis convaincue au contraire qu'elle peut alléger cette dimension contrôlante de cette maîtrise des coûts au travers de la LAMAL. Merci. La prochaine question est à Laurent Courte. Je crois que c'est la meilleure personne pour répondre. Pourquoi le système de remboursement et de tarification des soins est sous le contrôle d'opérateurs privés? Ce contrôle des dépenses ne devrait-elle pas être public afin de satisfaire l'intérêt général, c'est-à-dire cantonal ou fédéral? Bon, ça pose effectivement toute la question de ce que j'ai appelé l'architecture institutionnelle. La Constitution ne permet pas de donner des compétences importantes au Conseil fédéral en Suisse parce qu'on n'a pas monté la compétence de l'organisation du système de santé au niveau fédéral, elle est restée au niveau cantonal. Donc, le Conseil fédéral ne peut que très rarement être désigné comme organe d'exécution. Et comme on a une loi fédérale sur l'assurance maladie, on a confié son exécution à des assureurs qui, eux, sont soumis un peu à surveillance, mais qui sont chargés du contrôle. Et c'est bien cela qu'il faut remettre en question en remettant des autorités en place dans ce système pour le réguler, pour définir des priorités et puis permettre de mettre en débat les choix démocratiques qu'on doit faire au moment où, en plus, des pénuries de ressources se dessinent. Mais on est donc bien là au cœur du problème. Merci. La prochaine question, c'est à Henri Bounamo, parce qu'elle touche, disons, les plans de l'Académie suisse de sciences médicales. Pour qu'il se passe maintenant quelque chose, comment l'ASSM va-t-elle poursuivre ce projet? Par une initiative populaire, en espérant que le Parlement s'en saisisse, que le Conseil fédéral s'en saisisse? On peut rêver. Alors, oui, alors il faut rêver un peu dans cette perspective. Néanmoins, je dirais que l'Académie, son rôle n'est pas de faire de la politique. L'Académie a pour mission d'éclairer la politique. C'est ce que nous avons essayé de faire en prenant en main ce projet et de continuer d'accompagner ce projet en débattant, notamment aujourd'hui, mais également en rencontrant des partis politiques. Nous avons été auditionnés au Parlement par la Commission de la santé et de la sécurité sociale. Nous avons rencontré la conseillère fédérale, mais notre rôle, ce n'est pas de lancer une initiative. Ceci doit être fait par un groupe de citoyens ou par un groupe de politiciens, idéalement plusieurs groupes politiques qui se saisiraient de la chose. J'ai des doutes quant à la possibilité de simples initiatives parlementaires. Je pense que, sans vouloir le moins du monde être trop négatif, je pense que nos parlementaires sont sous une certaine influence des caisses maladies, des lobbies divers, et il faudra probablement que l'incitatif vienne de l'extérieur, mais le rôle de l'Académie, ce sera d'accompagner ces initiatives, d'essayer d'apporter une compétence spécifique là où elle peut le faire, du fait de son autorité morale que je mentionnais en introduction, et aussi de la qualité intrinsèque de ses membres et de leur expérience et de leurs compétences. Merci, je reviens maintenant à Stéphanie. L'accès aux données détaillées est crucial pour le développement d'indicateurs, suivi, évaluation des performances. Doit-on attendre 2027, EFAS, afin de clarifier la situation pour l'accès? Les cantons, la Confédération, ne peuvent-ils être proactifs à ce sujet, à ce niveau, et essayer de faire quelque chose de plus?
Le problème des données de santé, des données, elles suivent l'architecture légale. C'est-à-dire que chaque prestataire dans son cadre d'activité collecte un certain nombre d'informations, mais en l'absence d'un cadre plus général qui permette de faire parler et de faire parler des données entre ces différents silos, on est en grande difficulté en Suisse pour évaluer des questions de performance. Par exemple, si on veut évaluer la trajectoire d'un patient qui passerait voilà, d'un suivi en médecine générale, peut-être après de la médecine ambulatoire spécialisée, puis une hospitalisation, puis des soins à domicile, puis des EMS. En fait, on ne peut pas marier ces différents cadres de données de manière, disons, automatique via, par exemple, le numéro AVS. Ça peut être fait à grand renfort d'énergie pour aller chercher les données aussi des assureurs, parce que les assureurs ont beaucoup de données, mais c'est un effort phénoménal et qui n'est pas du tout automatisé en Suisse. Or, il nous faudrait ces données d'information beaucoup plus globales pour pouvoir évaluer, faire ce suivi de monitorage comme il est dit. Donc, ce n'est pas simplement un accès à chaque point d'entrée de ces questions de données, c'est la mise en forme d'un système qui, de manière régulière, soit capable d'évaluer des éléments de performance du système. Et pour ça, il faudrait pouvoir donner une compétence centrale à la Confédération de gérer ce cadre général des données de santé, d'obliger les prestataires à transmettre les données initiales aussi et pas simplement des agrégats de données pour pouvoir aussi construire le know-how de comment on évalue en permanence une performance de système. Et ça nous manque grandement en Suisse. Stéphanie, je reste chez toi parce que c'est la dernière occasion que j'ai pour te poser cette question que quelqu'un a mis dans la chat. Quelles sont les réactions de l'OFSP à la proposition de nouvelle loi? Est-ce que tu peux t'exprimer sur ça ou... Bon, je pense que le Conseil fédéral, parce que ce n'est pas la première fois qu'il y a une proposition de loi sur la santé, il faut dire que le Parlement à plusieurs reprises a déposé des motions en ce sens. Jusqu'ici, le Conseil fédéral s'est montré toujours plutôt prudent et relativement distant à l'idée de créer une nouvelle loi, en arguant souvent et à juste titre qu'il y a déjà 25 lois, sauf erreur, ou plus d'une vingtaine de lois en gestion à l'OFSP. Donc, cette crainte d'une hyper-régulation et d'une nouvelle loi, elle n'est pas accueillie extrêmement favorablement. Néanmoins, je pense que les choses aussi évoluent. Je pense que ces occasions de débat montrent à quel point on a besoin aussi d'une compétence plus claire de la Confédération sur l'entier d'un périmètre et, comme l'a dit Laurent, pas pour prendre le pouvoir, mais pour jouer ce rôle d'arbitre, puisqu'on va devoir faire des arbitrages. Donc, tout au moins, je pense qu'il y a une oreille aujourd'hui attentive. Reste que le Parlement est probablement l'organe le plus délicat à convaincre, le Parlement et les cantons. Et pour cela, on en revient à ces nécessaires débats, à ce nécessaire dialogue avec les groupes professionnels, avec les acteurs du système, pour essayer de faire avancer. Je pense qu'au-delà de tout, il faut pouvoir débattre du futur, de ces futures questions d'arbitrage, au-delà de ces simples champs de pouvoir ici et maintenant. Donc, en ce sens, je pense que l'OFSP est attentive à ça et le Conseil fédéral aussi, parce que je pense que les enjeux d'avenir, ils sont de plus en plus visibles et il y a quelque chose qui peut être conjoint dans la réflexion. Merci. La prochaine question est à Laurent Cour. En quoi EFAS, financement uniforme, répond-il à des défis présents et qui devrait porter politiquement le projet de loi fédérale, les partis politiques, le peuple ou bien des autres groupes d'intérêt? Bon, pour ma part, je n'ai pas un grand espoir dans les effets de EFAS. C'est sûrement une bonne idée de limiter le nombre de modèles tarifaires qu'on a pour financer des prestations en Suisse, qui est l'objectif d'EFAS. Je ne crois pas qu'il aura un effet très important compte tenu des défauts de l'architecture globale qu'on a évoquée aujourd'hui. Ce d'autant que EFAS déploiera sa dernière étape de mise en œuvre en 2032.
Alors, ceux qui nous reprochaient d'avoir des visions avec une nouvelle loi qui était à trop long terme, je veux dire, le temps qu'on puisse évaluer les derniers effets des phases, ça sera 2035 ou 2036. Et donc, on a largement le temps de rédiger une nouvelle législation dans cet intervalle-là. Maintenant, une nouvelle législation, comme M. Bounamo, je pense que ça sera difficile de convaincre uniquement le Parlement, même s'il y a des signaux aujourd'hui à gauche et à droite du Parlement qui marquent de l'intérêt. Et j'invite, s'il y en a qui nous écoutent aujourd'hui, vraiment les parlementaires à s'intéresser à cette question et à porter ce projet. Mais à défaut, je pense que ça devra quand même passer par une initiative. J'étais pour moi vraiment enthousiasmé de voir qu'effectivement une assemblée populaire était capable de se saisir d'un sujet qui a priori comme ça est un peu rébarbatif en disant on le veut, quoi. Et donc ça devrait donner du courage aux parlementaires et aux politiques de dire on est capable de porter ça, de convaincre la population sur une thématique qui peut paraître comme ça un peu technocratique, mais qui est essentielle pour essayer de parler de santé plutôt que de parler simplement de financement des soins. J'ai encore une question, j'ai plusieurs questions, mais peut-être on ne va pas arriver à répondre à toutes. Mais une question à toi, Henri. C'est une question qui vient des professionnels de la santé qui ont le désir d'être activés et de co-construire la nouvelle loi fédérale. Comment est-ce qu'il faudrait faire pour faire participer les professionnels de la santé au projet de loi de santé fédérale, selon toi? Alors, les professionnels de la santé n'ont pas du tout été exclus du processus. Ils en font à titre individuel largement partie. Les personnels soignants également, et nous avons notamment eu de nombreux contacts avec Careum, qui s'occupe de santé et de personnel soignant en Suisse alémanique. Il s'agit, à mon sens, pour ces professionnels de la santé, en particulier pour les médecins, de prendre conscience que nous avons atteint des limites et qu'on est contraint de changer de système, faute de quoi, non seulement ça va coûter plus cher, mais chaque augmentation des coûts correspondra à une dégradation de la performance, et c'est ce qu'on était en train de voir dans la diapositive que j'ai montrée au début. Nous coûtons de plus en plus cher, et chaque année, à cette augmentation des coûts ne correspond aucune augmentation de la performance et de la qualité des soins. Nous avons un pays où on vit vieux, mais où on ne vit pas vieux en bonne santé aussi longtemps que dans beaucoup d'autres pays. Donc mon espoir, c'est que cette prise de conscience, un jour, passe devant les intérêts particuliers et je dirais purement pécuniaires d'un système dans lequel aujourd'hui beaucoup se reconnaissent pour des raisons évidentes et qui expliquent aussi d'ailleurs l'arrivée de certains médecins étrangers qui ne sont pas toujours nécessairement ceux dont on aurait besoin dans le système. Il s'agit franchement que tous les professionnels de santé, quels qu'ils soient, médecins y compris, s'associent. Ils peuvent nous contacter, ils peuvent contacter l'académie, ils seront certainement bienvenus et écoutés, et nous espérons qu'ils contribueront à améliorer encore la qualité de ce projet. Alors, merci beaucoup à Henri Bounamo, à Stéphanie Monod, à Laurent Cour pour avoir participé avec une richesse de vision, de contributions excellentes. Et merci aussi au public qui a participé avec beaucoup de questions et avec aussi des appréciations pour le processus du loi fédérale de la santé. Le webinaire a montré que les défis du système de santé suisse sont complexes, mais que des pistes concrètes comme celle d'une loi fédérale suscitent un réel débat et de l'engagement. Nous espérons que cette discussion aura nourri votre réflexion et nous vous invitons à rester attentifs aux prochaines initiatives de Smart Healthcare. On peut aussi s'inscrire à la plateforme pour recevoir les prochaines invitations. Il y a un QR code qui est montré maintenant dans l'écran et que vous pouvez scanner pour vous connecter avec le réseau. Mais surtout, j'espère que vous restez branchés par rapport à la démarche visant à créer la base constitutionnelle et les consensus politiques nécessaires pour l'adoption d'une loi fédérale sur la santé. Je souhaite à chacun une très belle continuation de la journée et au plaisir de vous revoir lors d'un prochain échange. Arrivederci e buonissima estate a tutti. Salutations.